Vous écoutez Chronique criminelle par Jacques Pradel. Dans cet épisode, l'affaire Jean-Luc Caillez. C'est l'histoire d'un concierge au double visage. D'un côté, un homme un peu bourru mais dévoué, toujours prêt à rendre service aux habitants de sa résidence. De l'autre, un prédateur violent, prêt à tout pour assouvir ses pulsions. Il a déjà fait de la prison pour 2 viols. Et justement, ce 13 septembre 2005, le concierge prédateur a repéré une nouvelle proie. Audrey, une jeune locataire sans histoire. Il va la séquestrer et la violer pendant de longues heures avant de la tuer. Mais cette fois-ci, il a un plan pour échapper à la justice. Un stratagème tiré d'une série policière américaine. Quels sont les terribles secrets du concierge au double visage ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. Nous sommes en 2005, à Soisy-sur-Seine, une paisible bourgade à 40 km de Paris. L'été touche tranquillement à sa fin. C'est une toute petite commune du nord de l'Essonne. Nicolas Deliez, journaliste spécialiste des faits divers. Moins de 10 000 habitants, une ville essentiellement résidentielle et où il se passe presque jamais rien. À Soisy, pas de grands immeubles, juste des petites maisons, des pavillons de banlieue et quelques résidences, comme le Gerville, situé non loin du centre-ville. C'est un ensemble de petits immeubles de quelques étages assez cossus. C'est presque un goût de province, en fait, cette résidence. Ici, tous les gens se connaissent. Il y a par exemple Monsieur et Madame Bourroux, les paisibles retraités du 2e, ou encore Marie-Claude, une dynamique grand-mère qui vit à 2 pas, mais qui connaît tout le monde et qui est ici comme chez elle. Et il y a évidemment le gardien, Jean-Luc, toujours prêt à rendre service. C'est là également, au 2e étage, que vit Audrey. C'est la jolie blondinette, Mademoiselle Sourire. C'est une étudiante qui est un peu en train de se chercher dans ce qu'elle veut faire. Elle a fait des études de communication, de journalisme. Il y a 2 ans, la maman d'Audrey a déménagé à la campagne, à 100 km de là. Mais Audrey, elle, est restée dans l'appartement afin de poursuivre ses études. Et très vite, la jeune femme est devenue la coqueluche de tous les voisins. C'est une jeune fille, Marie-Claude Vigo, amie de la famille d'Audrey. une jeune femme vivante, pétillante, appréciée de tous ses amis. Chaleureuse, elle raconte ce qu'elle fait. Annie Bourroux, amie et voisine d'Audrey. Voilà, elle a toujours quelque chose d'intéressant à dire. Voilà, c'est Audrey. Mais ce jeudi 15 septembre 2005, Audrey est injoignable. Et ses amies sont inquiètes. Cela fait près de 24 heures qu'elle n'a pas donné de nouvelles. Alors, en milieu d'après-midi, ses 2 copines décident d'aller frapper à sa porte. Elle ne répond pas aux appels. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Elle ne répond pas non plus à la porte. Elle n'ouvre pas sa porte. L'une d'entre elles avait rendez-vous la veille avec Audrey pour faire du shopping. Et Audrey, non seulement ne s'est pas manifestée au rendez-vous pour faire du shopping, mais en plus, elle a donné aucune excuse, elle a passé aucun coup de fil. Et ça ressemble pas du tout à Audrey. Sa voiture est sur le parking et ses rideaux sont tirés. Alors où est-elle ? Où est-elle partie ? Elle a prévenu personne qu'elle devait s'absenter. Les 2 amies alertent celle qui, malgré son âge, est devenue la plus proche confidente d'Audrey, Marie-Claude, une amie de la famille. Ils ont essayé en vain d'aller à l'interphone, de lui téléphoner, mais personne ne répondait. Évidemment, nous avions sonné, nous avions cogné, sans réponse. Et donc, on a pris la décision de ne pas faire intervenir les pompiers et d'attendre le lendemain matin. Marie-Claude tente de rassurer les 2 jeunes femmes. Elle leur dit qu'Audrey a peut-être simplement décidé de prendre l'air quelques jours. Pas la peine pour ça de faire défoncer la porte par les pompiers. Marie-Claude se veut rassurante, mais au fond d'elle, l'inquiétude grandit. À ce moment-là arrive le gardien.
Jean-Luc Caillez, qui se montre très serviable, qui s'inquiète lui aussi. Une de ses locataires ne répond plus aux appels, un peu comme si cette inquiétude devenait contagieuse. Comme à son habitude, le gardien prend aussitôt les choses en main et il propose à Marie-Claude de l'aider dans ses recherches. Monsieur Caillez me dit, mais Madame Vigo, ne croyez-vous pas que ce serait bien que je mette un petit mot sur la porte? Il scotche lui-même le mot sur la porte et il dit, vous inquiétez pas, je suis sûr qu'Audrey va rentrer d'ici quelques heures et tout va rentrer dans l'ordre. Et on laisse ce mot, on ne prévient pas la maman d'Audrey. Je ne veux pas l'inquiéter. Outre mesure, on se demandait quand même ce que ça voulait dire. Ce soir-là, Marie-Claude ne ferme quasiment pas l'œil de la nuit. Et le lendemain matin, dès la première heure, elle retourne devant l'appartement d'Audrey. Elle espère que le mot n'est plus sur la porte et qu'Audrey est rentrée chez elle. Le mot est toujours épinglé sur la porte. Et là, elle va recroiser de nouveau Jean-Luc Caillez, le gardien de l'immeuble. Il était derrière moi, il arrivait, et en me disant, bah, écoutez, non, j'ai rien de nouveau. Bah, j'ai dit, moi non plus. Cette fois, la situation est vraiment inquiétante. Jean-Luc, le gardien, décide d'alerter la maman d'Audrey. Marie-Antonia. Cette femme habite à une centaine de kilomètres de Paris. Pour la mère d'Audrey, c'est un cataclysme. Elle se dit, mais ma fille qui donne pas de nouvelles pendant 2 jours à ses meilleurs amis. Donc là, la mère, elle décide de tout arrêter. Tout ce qu'elle fait, elle stoppe tout. Elle monte dans sa voiture et elle décide de faire à toute allure les 100 kilomètres qui la séparent de Soisy-sur-Seine. Marie-Antonia met moins d'1 heure à faire le trajet. Dans son sac, le double des clés de l'appartement. Quand elle arrive à Soisy-sur-Seine, elle retrouve tout de suite son amie Marie-Claude Vigo. Je comprends pas, explique-moi. Ensemble, les 2 femmes se rendent à l'appartement. Là, ils rentrent dans l'appartement. Elle connaît les moindres recoins de cet appartement. Du coup, elle va fouiller à la recherche d'un indice, de quelque chose. L'appartement est vide. Audrey n'est pas là. Mais certains détails laissent présager le pire à sa mère. Bien sûr, elle était très, très, très inquiète. Et surtout, découvrant l'appartement avec un certain désordre. Des choses pas rangées qui ne correspondaient pas du tout à Audrey. Elle se posait plein de questions, mais elle me dit, mais où elle peut être partie? Comment est-elle partie sans me prévenir? Il semble pas qu'une valise ou un sac ait disparu. Il n'y a pas de trace d'un départ volontaire. Rien ne semble manquer dans l'appartement, et aucune trace de lutte, ni d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Au bout de quelques minutes, les 2 femmes se rendent à l'évidence, il n'y a rien ici qui puisse permettre de comprendre où et pourquoi Audrey a disparu. Toutes les 2, nous nous sommes installées assises côte à côte sur le côté du lit. Et je lui dis, oh bah, tu vois, son grand sac de voyage est sous le lit. Si elle était partie, je pense qu'elle aurait emporté son sac, voilà. Et j'ai repoussé sous le lit ce sac. Audrey semble bel et bien s'être volatilisée. Les 2 femmes quittent l'appartement et prennent aussitôt la direction de la gendarmerie. Nous avons été reçus par un jeune gendarme. Marie-Claude Vigo, amie de la famille d'Audrey. Elle a expliqué l'inquiétude qui l'amenait à venir le voir. Elle signale quand même quelques éléments inquiétants. Le fait que sa fille ne réponde pas depuis 3 jours. Nicolas Deliez, journaliste spécialiste des faits divers. Le fait que la voiture de sa fille est toujours garée sur le parking de la résidence. La fille, c'est pas possible. Elle n'a pas pu se volatiliser comme ça. Il s'est forcément passé quelque chose. Et il lui dit, mais votre fille, madame, a 24 ans. Écoutez, on en reparlera. Vous reviendrez me voir lundi s'il n'y a rien de neuf.
Elle se rend bien compte qu'elle n'est pas du tout prise au sérieux. Le gendarme lui dit, écoutez, votre fille, elle est majeure, c'est l'été, elle a très bien pu partir avec un petit copain ou un futur petit copain. La fin de la journée de vendredi, on sent quand même qu'on est un peu perdu. Nous nous sommes quittés en se disant demain, mais angoissés. Mais pour Marie-Antonia, impossible de reprendre la route et de rentrer tranquillement chez elle à 100 km, alors que sa fille est peut-être là, quelque part. Elle veut pas quitter cet appartement. Elle veut y rester jusqu'à temps que sa fille revienne. Donc elle va appeler son compagnon pour lui dire, écoute, ça serait bien que tu viennes toi aussi, parce que j'ai besoin de ton soutien, il se passe quelque chose avec Audrey. La maman d'Audrey décide avec son compagnon Bernard de rester dormir sur place. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Tout simplement parce qu'ils espèrent encore qu'Audrey va peut-être arriver dans la nuit. Une fois son compagnon à ses côtés, la maman d'Audrey reprend méticuleusement la fouille de l'appartement de sa fille, toujours à la recherche d'indices. La mère d'Audrey fouille un peu partout. Et elle va notamment sous le lit de sa fille, parce qu'elle sait que Audrey s'en sert un peu comme un débarras. Elle cherche dans le sac qu'elle trouve sous le lit des numéros de téléphone d'autres contacts, d'autres amis de sa fille. À un moment, lorsque Marie-Antonia cherche ce sac, fouille sous le lit de sa fille, elle a senti quelque chose. Elle a pensé à une peluche en un premier temps, enfin quelque chose de soyeux. Et comme elle cherche le sac, elle se concentre sur le sac. Elle remet le sac en place. Le bagage ne contient rien de vraiment intéressant, rien non plus qui puisse rassurer la maman d'Audrey. Finalement, la soirée se passe. La mère d'Audrey décide d'aller se coucher avec son compagnon. Pourtant, elle a pas vraiment le sommeil. Et au moment où elle s'apprête à se coucher, au moment où elle est allongée sur le lit, une espèce de flash qui lui revient et elle veut en avoir le cœur net. Marie-Antonia se précipite alors dans la chambre de sa fille et fonce droit sur le lit. Un détail lui revient en mémoire. Elle passe le bras sous le lit. Elle touche, elle remonte petit à petit et elle sent bien qu'il s'agit d'un corps froid, d'un corps dur. Elle tire un petit peu sur ce qu'elle peut attraper. Voilà cette pauvre femme qui sort le cadavre de sa fille de sous le lit et qui lui parle. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Comme si sa fille allait pouvoir lui répondre. C'est Tonia qui a découvert le corps de sa fille. Ouh là, c'est quelque chose, hein. Ah oui, ça vous glace. Alors qu'elle a passé la journée dans l'appartement à fouiller dans tous les sens, c'est une scène irréaliste. Je m'y revois là encore, hein. On a passé l'après-midi sur ce lit où Audrey était. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. On se dit pourquoi? Annie Bourroux, amie et voisine d'Audrey. Pourquoi une gamine de 20 ans, 22 ans, comment est-ce que ça peut arriver? Je sais pas, lui enlever la vie, elle est plus là. Elle parle plus, elle sourit plus, voilà. Elle est plus là. C'est ça. Et ça prend aux tripes. C'est ça. C'est le milieu de la nuit. Marie-Antonia, en état de choc, est transportée à l'hôpital. Les enquêteurs, eux, ont déjà investi la résidence. À leur tête, le capitaine Mazer. Il est l'un des premiers à pénétrer dans l'appartement d'Audrey. La jeune femme est nue. Assez rapidement, on se dit que la scène de crime se situe à cet endroit. Il m'est permis de voir le corps et de mesurer très vite les lésions de violence, notamment les lésions occasionnées par des liens autour des poignets et autour du cou.
Ils vont faire venir l'identité judiciaire afin d'essayer de chercher des empreintes digitales ou éventuellement des traces ADN. Les indices qui sont recherchés sont des traces infimes, Marc Mazère, directeur d'enquête à la gendarmerie de Paris. des éléments biologiques, des fibres, des poils, des cheveux, ce genre de choses. Les experts de la police scientifique ont l'habitude des scènes de crime. Et ici, ils comprennent rapidement que le ou les meurtriers ont pris leurs précautions. L'enquête s'annonce difficile. Les gendarmes n'ont retrouvé aucun élément, aucun indice qui pourrait les conduire à un éventuel auteur. Il n'y a pas d'ADN, pas de traces d'empreintes. Les gendarmes n'ont aucun élément technique quand ils font les premières constatations sur la scène de crime. Et ça, c'est plutôt rare dans un dossier criminel. Les premières constatations sont maigres puisqu'il n'y a pas d'effraction. Soit le meurtrier a pénétré dans l'appartement par une des fenêtres en escaladant la façade, soit c'est quelqu'un qu'elle a fait entrer, soit c'est quelqu'un qui disposait de la clé. Pour découvrir ce qu'il s'est passé, les enquêteurs doivent d'abord reconstituer la dernière soirée de la victime, il y a maintenant plus de 24 heures. Et la dernière personne à l'avoir vue vivante est l'une de ses amies. Le mardi 13 septembre, Audrey a passé la soirée en compagnie d'une amie. Quand l'amie est partie, elle est affirmative. Audrey n'avait aucun souci. Elle lui avait dit le lendemain, je dois me lever assez tôt. Et elle s'apprêtait juste à surfer un peu sur Internet avant d'aller se coucher. Audrey l'a bien dit, elle doit se coucher parce qu'elle a un rendez-vous le lendemain matin. Il n'est pas envisageable pour nous qu'Audrey ait pu inviter quelqu'un après le départ de son ami. Les gendarmes recueillent les témoignages de la famille d'Audrey, de ses amis, de ses voisins, à la recherche d'un indice, d'une éventuelle piste. Mais tous vont dans le même sens. Quand on cherche un petit peu dans le passé d'Audrey, on ne retrouve rien qui puisse le ramener au crime. C'est une jeune fille qui a 24 ans, qui ne fait pas parler d'elle, qui n'a pas d'ennemis, qui n'a finalement que des amis. Ce qu'elle pouvait faire, c'est des choses de son âge. Marie-Claude Vigo, amie de la famille d'Audrey. Mais sans arrière-pensée malsaine. Pour moi, Audrey, c'était quelqu'un de sain. L'enquête se recentre sur la nuit du drame. Méthodiquement, les gendarmes interrogent tous les voisins les uns après les autres. Et très vite, ils font une première avancée. Les gendarmes vont interroger le voisin du rez-de-chaussée, Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Monsieur Bourroux. Et Monsieur Bourroux se souvient que cette nuit-là, vers 4 heures, il a entendu un cri. Ça m'a réveillé. Et pour moi, c'était un cri particulier. J'avais l'impression que c'était quelqu'un qui demandait du secours. Un cri inhumain, bestial, affreux. Un cri d'horreur, un cri d'horreur. Il était 4 heures du matin. Je suis sorti de la maison, de l'immeuble. Gérard Bourroux, ami et voisin d'Audrey. Je me suis même pas habillé, j'étais en pyjama, je suis sorti en pyjama, j'ai même pas pris le temps de mettre autre chose. Et moi, je lui dis, mais écoute, pars pas comme ça, va pas tout seul, c'est pas prudent, enfin, je sais pas. Malgré les recommandations de sa femme, Monsieur Bourroux se lève et sort dans la nuit. Puis j'ai fait le tour du pâté de maison, et là j'ai vu un balcon allumé en grand, à fond. Puis la lumière s'est atténuée. J'ai pensé à appeler la gendarmerie, mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire à la gendarmerie? J'ai entendu un cri, mais ils vont se moquer de moi, ils vont me dire c'est pas nécessaire qu'on intervienne. J'avais pas de précision autre. Je suis resté dans le hall, j'ai essayé de saisir des bruits, c'était silencieux. Pas de bruit, pas de son. Donc je suis retourné me coucher. Il est alors 5 heures du matin. Tout est redevenu calme dans la résidence. Grâce à ce témoignage, les gendarmes connaissent maintenant l'heure probable de l'agression d'Audrey. Reste à découvrir ce qu'il s'est passé jusqu'à la découverte du corps, près de 3 jours plus tard. Les jours suivants, les gendarmes continuent de chercher des indices dans toute la résidence. Tous les habitants coopèrent avec les enquêteurs, à commencer par Jean-Luc, le gardien de l'immeuble, toujours prêt à rendre service.
Jean-Luc Coyez a une attitude un petit peu étrange. Nicolas Deliez, journaliste spécialiste des faits divers. Il est très très près des enquêteurs. On a un peu l'impression qu'il est constamment derrière leurs épaules. S'immisce un peu dans l'enquête, leur pose des questions, il est omniprésent, il pose beaucoup de questions. À plusieurs occasions, je croiserai le gardien de la résidence. Marc Mazer, directeur d'enquête à la gendarmerie de Paris. Et je lui demanderai même à plusieurs reprises de l'aide pour faciliter les accès, déplacer un véhicule. Jean-Luc, le gardien, fait tout pour se rendre utile à l'enquête. Et un matin, il va même jusqu'à faire une étrange confidence au capitaine Mazer. Jean-Luc Caillez, à l'occasion d'un de mes passages dans le hall de l'immeuble, me prend à part. Il veut me parler. Il me dit qu'il sera rapidement soupçonné parce qu'il a des antécédents. Il a déjà été condamné par le passé pour des affaires de viol. Je préfère vous le dire parce que je sais que vous allez le savoir et je voudrais pas que vous pensiez que je vous ai caché des choses. Mais pourquoi il me parle de viol? Pour moi, elle est morte. Mais certes, elle est nue, mais on n'est pas encore au stade où on élabore des hypothèses. Les gendarmes sont très surpris parce qu'ils cherchent un meurtrier, ils cherchent pas un violeur. Laurent Franck Liénard, avocat de la mère d'Audrey. Et c'est ce qui, dès le départ, attirait l'attention des gendarmes sur Jean-Luc Caillez. D'autant que le gardien poursuit ses confidences au chef d'enquête jusque dans les détails les plus intimes. Je suis suivi médicalement, donc je suis sous castration chimique. Ça peut pas être moi qui ai fait quoi que ce soit à Audrey. Je n'ai plus aucune libido ni aucune envie sexuelle. Pour les gendarmes, le brave gardien présente soudain un nouveau visage, celui d'un prédateur sexuel. Il devient aussitôt suspect. Les enquêteurs se concentrent sur son attitude le jour de la disparition d'Audrey, et le récit des voisins va renforcer leurs soupçons. Dans le temps où on estime que Audrey cesse de donner des nouvelles, le gardien, de manière très inhabituelle, est resté enfermé dans sa loge une journée entière. Les voisins expliquent même qu'ils se sont inquiétés. Certains ont essayé de l'appeler, il n'a jamais répondu au téléphone, à tel point qu'ils ont fini, un peu après le milieu de l'après-midi, par appeler les pompiers. Les pompiers se sont dérangés, Marie-Claude Vigo, amie de la famille d'Audrey. ont sonné et Monsieur Caillez a entrebâillé sa porte et il était tout transpirant. La porte très peu entrouverte. Alors qu'avant, il ouvrait la porte en grand, j'avais une vue sur son bureau. Gérard Bourroux, ami et voisin d'Audrey. Il était il était tout en sueur. Alors j'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, il me dit, quand j'ai fait la Légion, j'ai attrapé un microbe et de temps en temps, ça me donne des poussées de fièvre. Sur le coup, l'explication a convaincu les voisins, mais pas les gendarmes. D'autant qu'un autre témoignage vient jeter un peu plus le trouble sur la personnalité du gardien. On aura le témoignage d'une habitante d'un autre immeuble de la résidence qui nous relatera un incident survenu 1 an plus tôt. Alors qu'elle partait en vacances, en voiture, en famille, quelques minutes après son départ, elle se rend compte qu'elle a oublié quelque chose et fait demi-tour. Et elle trouve Jean-Luc Caillez devant la porte, en train d'ouvrir la porte, avec une clé, le double de sa clé. Évidemment, tout de suite, elle lui a demandé ce qu'il faisait là, ce qu'il était en train de fabriquer. Et là, il lui a bredouillé une excuse assez rapidement. Jean-Luc Caillez rendra le double, aura des explications évasives sur ce qu'il faisait là et la manière dont il s'est procuré le double de la clé, et l'affaire restera sans suite. Tous ces éléments nous intriguent beaucoup et ce sont des soupçons qui convergent vers Jean-Luc Caillez. Et ils vont faire des recherches. Ils vont le passer aux antécédents, comme on dit. Et là, effectivement, ce qu'ils découvrent, c'est du lourd. Sur le casier judiciaire de Jean-Luc Caillez, les enquêteurs trouvent la trace de plusieurs condamnations pour viol. La première agression remonte à 1983, 22 ans plus tôt. Et à l'époque, son profil est clairement celui d'un prédateur. Il a 25 ans à cette époque-là. Michel Marie, chroniqueur judiciaire.
Il croise une jeune fille très jeune qui a 24 ans. Il va, en un premier temps, la braquer avec un couteau, la dépouiller de tous les bijoux qu'elle a sur elle. Il l'emmène de force avec lui jusqu'à un sous-bois qui se trouve pas très loin. Et puis toujours sous la menace du couteau, il la viole. Mais l'affaire s'arrête pas là. Il décide de la ramener chez elle. Donc il la ramène chez elle, il se présente, il lui dit comment il s'appelle, il donne son prénom, pas son nom mais son prénom. Et le lendemain, il est interpellé. Il reconnaît les faits et il va se retrouver devant la cour d'assises d'Évry, où il sera condamné à une peine de 7 ans de prison. On retrouve sa trace en 1990, cette fois dans le sud de la France. Il a l'apparence d'un homme sans histoire. Il a refait sa vie du côté de Montpellier. Il est installé dans une petite résidence où personne n'est au courant de sa précédente condamnation, de son passé judiciaire. Il avait entamé une relation amicale avec sa voisine âgée de 19 ans, et un soir, il se fait inviter à dîner chez cette voisine. Il avait, pour l'occasion, confectionné une mousse au chocolat. Un dessert qu'il bourre de tranquillisants, dont les effets se font rapidement sentir. Elle commence à se sentir un peu mal. Très rapidement, elle va s'évanouir. Ce qui suit, c'est une véritable scène d'horreur. Quand elle va se réveiller, cette jeune femme, elle est attachée à une chaise. Jean-Luc Caillez la menace, va même la frapper et il va la violer. Et une fois son forfait criminel accompli, il oblige sa victime à absorber des somnifères. Et ensuite, il disparaît, il quitte l'appartement. La jeune femme prévient la police, et cette fois encore, Jean-Luc Caillez est arrêté sans difficulté. Il va passer devant la cour d'assises de Montpellier, et là, cette fois-ci, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Par le jeu des remises de peine, par le jeu habituel des remises de peine, il n'effectuera en réalité que 12 ans. À sa sortie, en 2002, Jean-Luc Caillez ressurgit enfin en région parisienne, à Soisy-sur-Seine, et il présente un profil bien différent. Il trouve assez rapidement cet emploi de gardien d'immeuble. Tout le monde le tutoie, lui serre la main. Nicolas Deliez, journaliste spécialiste des faits divers. Il rend service à tout le monde. C'était une personne qui, aux yeux des propriétaires, passait pour quelqu'un d'hyper serviable. Mais pour les gendarmes, le gardien si dévoué est désormais le suspect numéro 1 du meurtre d'Audrey, d'autant qu'ils viennent de recevoir les premiers résultats de l'autopsie de la jeune femme. Les conclusions du légiste sont très claires. Audrey Joinet a été tuée par étranglement. Vraisemblablement à l'aide d'une corde ou en tout cas d'un lien. Elle a été malmenée, brutalisée, elle a reçu des coups, le corps est tuméfié. Les enquêteurs se souviennent que Jean-Luc Caillez a lui aussi frappé sa dernière victime 17 ans plus tôt. Et ce qu'ils découvrent dans la suite du rapport d'autopsie renforce leur conviction. C'est qu'Audrey Joinet a vraisemblablement été violée. Pourquoi ? Parce qu'il retrouve du sperme. Et ça, pour les gendarmes, c'est un élément capital. La présence d'un indice comme celui-ci Marc Mazère, directeur d'enquête à la gendarmerie de Paris. est susceptible de faire avancer l'enquête assez rapidement. Du sperme en quantité suffisante pour qu'il puisse être exploité et qu'on puisse en extraire un ADN. Et les gendarmes savent déjà avec qui ils veulent comparer cet ADN retrouvé sur le corps d'Audrey. Jean-Luc Caillez. Lorsque les gendarmes découvrent le passé judiciaire peu commun de ce gardien d'immeuble, les gendarmes ont quelques questions à poser à Jean-Luc Caillez. Celui qui est venu se présenter à eux en leur disant « mais je préfère vous avertir de qui je suis parce que vous allez le savoir et après vous allez me soupçonner ». La décision est prise de le prendre en garde à vue très rapidement.
3 jours seulement après la découverte du corps d'Audrey, les gendarmes tiennent leur suspect. Et ce 20 septembre 2005, ils se présentent à la loge de Jean-Luc Caillez. Comme ils ont de l'ADN sur cette scène de crime, ils se disent que l'enquête va être relativement simple avec le passé judiciaire du gardien, son comportement. Ils pensent à 99% quand il tape à la porte, qu'il tape à la porte de l'auteur. Et là, ils ont Jean-Luc Caillez qui le rouvre en leur disant « Ah bah, je vous attendais, messieurs, entrez ». Jean-Luc Caillez réagit de manière assez peu conventionnelle. Il est rassuré, tranquille, serein et pas très inquiet. En assistant à la scène, les voisins n'en reviennent pas. J'ai été simplement complètement me dire mais c'est pas possible ça, mais c'est pas possible. Ah, mais j'ai jamais pensé que ça soit quelqu'un de l'immeuble. Gérard Bourroux, ami et voisin d'Audrey. Je suis surpris. Il y a même un flic dans le couloir. J'ai dit, vous êtes sûr que c'est lui? Il m'a dit, vous savez, faut pas se fier à sa tête. Hein. Le jour même, le suspect est placé en garde à vue par les enquêteurs. Un prélèvement ADN est aussitôt pratiqué sur lui. Pour comparer l'empreinte de Jean-Luc Caillez avec celle qui a été révélée par l'analyse du sperme découvert sur le corps d'Audrey. Ils espèrent secrètement que le laboratoire va aller très vite. Ça va matcher, l'affaire va être entendue, il va nous raconter tout ce qu'il a fait. Les premiers interrogatoires sont conduits par les enquêteurs. Mais ils ont en face d'eux quelqu'un qui est solide, qui répond aux questions, il est droit dans ses bottes. Jean-Luc Caillez nie tout en bloc. Les gendarmes, eux, ils jouent la montre dans cette affaire. Ils savent que le résultat ADN va tomber. Les heures passent et Jean-Luc Caillez continue de clamer son innocence. Mais les gendarmes sont confiants. Après 36 heures de garde à vue, les résultats de la comparaison ADN tombent enfin. L'ADN de Jean-Luc Caillez ne correspond pas à celui découvert sur la scène de crime. C'est la stupeur. Et ça pose un vrai problème aux gendarmes, qui étaient persuadés d'avoir l'auteur du crime. Un passé de criminel sexuel, une attitude étrange le jour du meurtre, un profil inquiétant, tout converge pourtant pour faire de Jean-Luc Caillez le suspect idéal. Mais la science semble dire l'inverse. Mais aucun d'entre nous n'y croit. Tout nous dit qu'il y a une explication. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui cloche. L'ADN, c'est vu comme la reine des preuves. Mais eux, les gendarmes, ils écoutent aussi leur expérience et leurs sentiments d'enquêteurs. À l'évidence, Jean-Luc Caillez est mêlé de près ou de loin à cette affaire. Face aux gendarmes, Jean-Luc Caillez arbore un léger sourire. Il sait que sa garde à vue va bientôt se terminer. Le procureur de la République, avec lequel je m'entretiens, me demande de remettre immédiatement en liberté Jean-Luc Caillez et de mettre fin à la garde à vue. En dehors de son passé judiciaire, Michel Marie, chroniqueur judiciaire. il y a quoi dans ce dossier? C'est pas son sperme. Personne n'a vu ni rentrer ni sortir. Il y a rien. On considère à ce stade qu'il est totalement innocent. Il n'est plus question de l'interroger sous le régime de la garde à vue. Il est innocent. Les gendarmes vont devoir libérer Jean-Luc Caillez. Mais avant, ils décident d'abattre leur dernière carte. En accord avec les enquêteurs qui sont en charge de cette audition et qui me font part de leur ressenti et de leur intuition. Marc Mazère, directeur d'enquête à la gendarmerie de Paris. Il est décidé, d'un commun accord, de se donner 2 heures, 2 ou 3 heures, pour aller au fond des choses avant de le remettre en liberté. L'audition reprend. Les enquêteurs savent qu'ils n'auront pas de délai supplémentaire, ils n'auront pas non plus de deuxième chance, mais ils ont un plan. L'un des enquêteurs a remarqué que Jean-Luc Caillez, il y avait quelque chose qui le chiffonnait vraiment, c'est qu'on lui parle de sa mère. Dès qu'on parle de sa mère, il se trouble. Et là, les gendarmes ont un coup de génie, ils ont un trait de génie. Dans la petite salle d'interrogatoire, l'un des gendarmes plante alors son regard dans celui de Caillez et s'adresse fermement à lui. On a été récupérer ta mère, elle est dans le bureau d'à côté, et on va l'interroger. Le résultat est immédiat. Il est en fureur. Il trouve ça intolérable, il n'accepte pas qu'on ait pu aller trouver sa mère. On le voit changer de comportement.
Il se met en colère, il est agressif. Serait-il sur le point de vaciller? Et puis, subitement, c'est l'abattement qui fait place à la colère. Jean-Luc Hayez se fige, il se prend la tête dans les mains, il se baisse, il affronte plus aucun regard, et il dit « c'est bon, je vais vous expliquer, c'est moi ». Jean-Luc Hayez craque, il avoue le meurtre d'Audrey, et devant les enquêteurs, il commence sa confession. Depuis des semaines, il était en train de repérer des femmes seules dans la résidence. Nicolas Deliez, journaliste spécialiste des faits divers. Des proies potentielles pour les violer. Et finalement, c'est le hasard qui a mis Audrey sur son chemin. Il relate assez, avec une certaine aisance, malgré tout, les conditions dans lesquelles il a commis ce crime. Il a une cagoule, des gants, il est équipé d'un fusil à canoncier, il a du ruban adhésif, des serflex pour attacher Audrey. Il est 4h du matin, habillé comme Rambo, avec sa cagoule, ses gants et son fusil à canoncier. Il a un double des clés. En pleine nuit, Jean-Luc Hayez arrive devant la porte d'Audrey. Il est persuadé qu'elle est en train de dormir. Et donc, il introduit tout doucement la clé dans la serrure de la porte. Audrey a entendu que la porte s'entrouvre et elle est retenue par le crochet de sécurité. Elle s'approche de la porte, il fait nuit noire, elle entend quelqu'un chuchoter « c'est moi ». Il est 4h du matin, elle était en plein sommeil, elle était complètement ensuquée, et elle décroche la sécurité de sa porte. Audrey vient de signer son arrêt de mort. Lui, tout de suite, il a le réflexe de mettre un grand coup d'épaule dans la porte et de se jeter sur Audrey, de la saisir. Elle pousse un cri, le fameux cri que Monsieur Bourroux a entendu à 4h du matin. Pour faire taire sa victime, Jean-Luc Hayez la bâillonne solidement. Et il va l'emmener dans sa chambre. Il tente de la violer à plusieurs reprises sans y parvenir. Il lui porte aussi des coups, il l'attache. Le supplice de cette jeune femme va durer, mais la nuit entière. Jean-Luc Hayez poursuit ses aveux. Mais face aux enquêteurs, il n'exprime aucun regret, aucun mot pour sa victime. Il semble même prendre plaisir à la situation. Alors qu'il est en phase d'aveu, Jean-Luc Hayez, à un moment donné, se ressaisit. Et il devient provocateur, arrogant. Un peu comme s'il voulait reprendre la main. C'est lui le chef. C'est un jeu de Hayez de délivrer au compte-gouttes les informations. Laurent Franck Liénard, avocat de la mère d'Audrey. Il joue beaucoup avec les gens. Il est totalement pervers. Et il dit même aux gendarmes, eh ben, à votre avis, je l'ai tué où et quand? Vous avez une idée, vous? Le gardien reprend alors le fil de son récit. Froidement, il explique aux enquêteurs qu'en fait, Audrey n'est pas morte dans son appartement et que son supplice a duré des heures. À 6h du matin, il décide de la faire descendre dans sa loge. Lorsqu'il nous annonce qu'il l'a descendu dans sa propre loge, c'est la surprise générale. En cette heure matinale, la résidence est déserte et le gardien ne croise personne. Pour la jeune femme, le calvaire ne fait que commencer. Je pense qu'elle a compris à cet instant précis que si c'était son gardien, elle n'avait plus aucune chance de s'en sortir vivante parce que bien évidemment, elle pourrait le dénoncer. Toute la journée, il l'a gardée prisonnière dans son appartement. Il y avait cette jeune fille attachée dans sa loge, il était sur son nuage. Il n'a pas travaillé ce jour-là, il avait fermé les volets, la porte, tout était clos. Les gendarmes se souviennent des déclarations des voisins. C'est ce jour-là, sans nouvelles de leur gardien, qu'ils sont venus voir s'il n'était pas souffrant. Les pompiers sont venus, ont fait sonner les sirènes de leur camion pour l'obliger à ouvrir sa porte. Ils auraient pénétré dans l'appartement de Monsieur Hayez. Marie-Claude Vigo, amie de la famille d'Audrey. Audrey était en vie. Car Jean-Luc Hayez l'affirme aux enquêteurs, quand les pompiers arrivent, Audrey est toujours en vie, attachée et bâillonnée au fond de la loge.
Jean-Luc Caillez, lui, il explique que le déclencheur, ce qui va déclencher le meurtre d'Audrey, c'est cette fameuse visite des pompiers à son domicile, vers 4 heures. L'heure tourne, il va falloir trouver une solution. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Et la solution, malheureusement, pour Audrey, c'était la mort. Il décide de supprimer Audrey parce que lui, sa volonté, c'est de ne plus retourner en prison. Et c'est à ce moment-là qu'il va prendre une corde à sauter, alors qu'elle est attachée sur une chaise, et qu'il va passer la corde à sauter autour du cou et qu'il va se serrer. Il est obligé de serrer pendant des minutes et des minutes parce que c'est très très long d'étrangler quelqu'un. Finalement, la jeune femme est morte, non pas où on le pensait, dans son appartement, mais dans la loge du gardien, en fin de journée. Le calvaire d'Audrey aura duré plus de 12 heures. Devant les enquêteurs, Jean-Luc Caillez raconte alors comment il consacre les heures qui suivent à brouiller les pistes. Il va, parce que c'est un féru des émissions télévisées, des faits divers, tout faire pour qu'on ne retrouve pas son ADN. Donc il va laver le cadavre. Une fois sa besogne accomplie, au milieu de la nuit, Jean-Luc Caillez remonte le corps d'Audrey chez elle. Il va la relaver là-haut pour être vraiment sûr de ne pas laisser la moindre trace de lui. Et c'est là qu'il va la cacher, la dissimuler sous le lit où sa maman la découvrira quelques jours plus tard. Jean-Luc Caillez a terminé ses aveux. Mais pour les gendarmes, il reste encore un point déterminant à élucider, la présence d'un sperme inconnu sur le corps de la victime. Jean-Luc Caillez, il fait des aveux. Mais il dit pas tout. Il joue avec les enquêteurs. L'ADN n'a pas matché avec celui de Jean-Luc Caillez. Il va falloir l'expliquer en procédure. Donc les gendarmes posent la question à Jean-Luc Caillez. Vous étiez avec quelqu'un, qu'est-ce que c'est que ce sperme en gros ? Il faut régler ce problème de sperme. Calmement, Jean-Luc Caillez dévoile alors la clé de ce mystère devant des gendarmes médusés. Il explique s'être inspiré d'un feuilleton américain. Marc Mazère, directeur d'enquête à la gendarmerie de Paris. Vu à la télé quelques jours auparavant. Depuis Colombo, c'est assez facile d'imaginer, d'échafauder des plans criminels. Nous sommes abreuvés de séries où il y a des tueurs en série qui mettent en place des stratégies. Depuis des mois, en véritable prédateur, Jean-Luc Caillez observait les résidents, tapis dans sa loge de gardien, à l'affût du moindre détail. Dans les semaines précédant le drame, Nicolas Deliez, journaliste spécialiste des faits divers. Il avait identifié une voisine de la résidence qui avait plusieurs amants. Il identifie assez clairement la poubelle de cette dame. Marc Mazère, directeur d'enquête à la gendarmerie de Paris. Il comprend qu'assez régulièrement, il peut y trouver des préservatifs usagés. Il s'empare de l'un d'entre eux et le conserve dans son congélateur pendant quelque temps jusqu'au moment qu'il décidera opportun pour le passage à l'acte. Et là, Jean-Luc Caillez se dit, maintenant il me manque plus qu'une cible. Et malheureusement pour elle, cette cible, ça va être Audrey. Une fois qu'il a commis son terrible forfait, ses tentatives de viol et surtout ce meurtre, eh bien il n'a plus qu'à injecter avec la seringue un petit peu de sperme qui appartient au monsieur d'à côté. Les gendarmes se grattent la tête parce que c'est du jamais vu quand même. Ce type de maquillage de scène de crime est assez inédit. Devant les enquêteurs, Jean-Luc Caillez semble si fier de son plan qu'il leur annonce avoir encore une révélation à leur faire. Il nous amène dans la salle de bain de son appartement et désigne une gaine d'aération à l'intérieur de laquelle nous découvrons un nouveau préservatif usagé, identique vraisemblablement au premier qu'il a utilisé quelques jours auparavant. Mais celui-là, il l'avait caché sans le congeler. Laurent Franck Liénard, avocat de la mère d'Audrey. Audrey était la première victime et il y avait une seconde victime qui allait apparaître immédiatement.
Les gendarmes réalisent qu'ils sont probablement face à un criminel en série. Jean-Luc Caillez leur explique en effet qu'il avait prévu de récidiver quelques jours plus tard. Le plan final, c'était de faire la même chose avec la voisine qu'il avait repérée. Il ne lui restait plus qu'à l'attraper, la violer ou pas la violer, peu importe, et la tuer. Les 2 préservatifs contenaient le sperme du même homme. Donc les enquêteurs avaient un ADN qui était un ADN masculin d'un homme de la résidence. C'était assez facile de faire l'entourage et de trouver l'homme en question. Au terme de la garde à vue, le magistrat demande que Jean-Luc Caillez lui soit présenté. Il a été mis en examen pour séquestration, tentative de viol, meurtre, acte de torture et de barbarie. Une semaine après le viol et le meurtre d'une jeune fille dans l'Essonne, le gardien de son immeuble a avoué les faits. Hier, pendant sa garde à vue, il était sorti de prison il y a 3 ans, après avoir été condamné 2 fois pour viol. Les résidents ont du mal à le croire. Le gardien, meurtrier, comment est-ce possible? Lui qui rendait service à tout le monde. Je suis atterré, quoi. Là, depuis 3-4 jours, on est tous carreaux, quoi. Parce qu'il était pote avec tout le monde, mais tout le monde. Vous lui laissiez les clés de votre appartement quand vous partiez. C'est vrai que je suis quand même très surprise. Marie-Claude Vigo, amie de la famille d'Audrey. Je ne soupçonnais pas cet homme. Je ne le soupçonnais pas. L'ayant côtoyé, jamais je ne m'imaginais une telle barbarie. Bah oui, c'est un choc. J'ai dit merde. J'ai même voté pour lui pour l'engager dans l'immeuble. Gérard Bourroux, ami et voisin d'Audrey. Donc il y a plein de choses qui reviennent dans la tête. Dire que j'ai fait rentrer un assassin dans l'immeuble. C'est un homme charmant. Je m'en veux de dire ça maintenant. Annie Bourroux, amie et voisine d'Audrey. Je rentrais de travailler, et j'avais des provisions dans la voiture. Il était le premier à venir, Madame Bourroux, prendre mes sacs, les porter jusqu'à la porte de l'appartement. Voilà, le premier. C'était un homme charmant. Je ne sais même pas comment on peut dire ça maintenant. Mais l'ancien gardien n'a pas encore fini de montrer son véritable visage. La reconstitution des faits, organisée quelques mois plus tard, va lui en donner l'occasion. On va vivre une reconstitution avec une confrontation avec Caillez, qui va être une confrontation très violente. Convoquée à l'époque en tant que témoin, Marie-Claude se souvient encore des années plus tard de cette pénible expérience. Il fallait des gens qui soient présents, des témoins. Moi, Monsieur Caillez, où je l'ai eu de très près, tout près de moi, mais il a fallu que je reste impassible. Il est terrible, hein. Il est costaud, il dégage une force, il dégage une agressivité qui est importante. Non mais vous vous imaginez de l'avoir là, devant vous? Pendant cette reconstitution, Jean-Luc Caillez multiplie les provocations. Marie-Antonia, la maman d'Audrey, n'a pas eu la force d'affronter le tortionnaire de sa fille. Alors c'est son compagnon qui subira les sarcasmes de l'assassin. Monsieur Caillez, il est dans la provocation permanente. Laurent Franck Liénard, avocat de la mère d'Audrey. Il va provoquer le compagnon de Madame Joinet avec des termes du style « t'aimerais bien me tuer, hein tu vois, tu m'as en face maintenant ». Il prend plaisir à la douleur de l'autre, à la peur de l'autre. Et on se rend compte à ce moment-là de ce qu'a vécu Audrey. C'est un individu qui veut faire mal. Et c'est en faisant mal qu'il jouit. La mort, c'est toujours quelque chose d'épouvantable, mais ce qu'elle a vécu, ça, je l'ai en mémoire et je pourrais jamais effacer ça de ma mémoire. « 15 septembre 2008, 3 ans après le meurtre d'Audrey. Jean-Luc Caillez comparaît devant les assises d'Évry. Au premier rang, la famille d'Audrey. Tous espèrent un mot de regret de la part de l'assassin, ou tout au moins une pensée pour sa victime.
Et Jean-Luc Caillez, en attendant que le procès débute, il est déjà en train de toiser toute la salle. Il n'a pas peur, il sait que de toute façon, vraisemblablement, il va prendre le maximum. Et il dit, de toute façon, vous allez me condamner à la perpétuité. Depuis le box des accusés, l'ex-gardien regarde froidement ses anciens résidents qui, un par un, viennent témoigner à la barre. Au procès, il a été odieux. Tout le long du procès, c'est lui qui a mené le jeu. Il n'avait rien de commun avec celui que j'avais croisé, côtoyé, parlé, du tout. Il n'a pas envie de s'abaisser ou de se montrer compatissant vis-à-vis de la partie civile, vis-à-vis des proches, vis-à-vis de la mère d'Audrey. Pendant le procès, Jean-Luc Caillez reconnaît de nouveau le meurtre d'Audrey, mais les parties civiles attendent maintenant qu'il révèle enfin ce qu'Audrey a pu dire ou ressentir pendant son calvaire. La mère d'Audrey a essayé de le faire parler. Les avocats des parties civiles ont essayé de le pousser dans ses retranchements. La seule chose qu'ils nous disent sur le choix de sa victime, c'est qu'Audrey, c'était une fille gentille. Elle était jolie, elle était souriante, elle était gentille, et c'est ce qui l'a conduit à avoir envie d'elle. Et Jean-Luc Caillez ne fera aucune révélation au cours de son procès. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Il n'a pas donné l'ombre d'un détail sur cette fameuse journée qu'il a passée, la dernière journée d'Audrey. On ne saura pas ce qui s'est passé. Lui, Jean-Luc Caillez, il dit « Moi, c'est pas mon problème, je suis pas psy. » Nicolas Deliez, journaliste spécialiste des faits divers. J'ai ces trucs-là en moi, c'est déjà suffisamment difficile à vivre. Je dirais pas plus. J'en viens maintenant à la fin du procès de Jean-Luc Caillez, jugé pour le viol et le meurtre d'une jeune femme en septembre 2005. Procès qui s'est achevé cet après-midi. L'homme de 50 ans, violeur récidiviste, a été finalement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Jean-Luc Caillez ne fait pas appel de sa condamnation. Pour Marie-Antonia, la maman d'Audrey, c'est la fin de l'épreuve. Il ne faut pas qu'il recommence. Parce que même à bout de 22 ans, il peut éventuellement, s'il sortait, recommencer. Oui, donc ça me soulage, oui. Oui, parce que il faut pas les laisser faire, ces gens-là. Il faut pas leur permettre de recommencer. Aujourd'hui, des années après, le souvenir d'Audrey hante toujours ceux qui l'ont connue. Je m'efforce de me la représenter comme je l'ai vue, disons joyeuse, et puis aimant la vie. Et on lui a retiré bien trop tôt. Audrey, pour moi, c'était sourire. Voilà, je garde ça, moi. Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1. Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Jean-Luc Lemaire. Un jour de novembre 2008, Jean-Luc Lemaire, employé à l'hippodrome de Compiègne dans l'Oise, disparaît sans laisser de traces. Un mois plus tard, son corps est retrouvé enterré dans une sablière. Que lui est-il arrivé? Dès le début de l'enquête, les gendarmes découvrent que la vie privée de leur victime n'est pas banale. Est-ce de ce côté-là qu'il faut chercher? La réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. Fin de l'année 2008. Le jour se lève sur un petit village du nord de la France. Un jeune garçon d'à peine 13 ans s'apprête comme chaque matin à se rendre au collège. À peine sorti, il se retrouve seul au milieu de nombreux enquêteurs armés. En l'espace de quelques secondes, les forces de l'ordre investissent massivement cette maison.
Cet adolescent ne le sait pas encore, mais son existence tout entière vient de basculer. C'est le point de départ d'un scénario criminel aux ingrédients hors du commun. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter près d'1 an auparavant. Tout commence début 2008, à moins de 100 km au nord de Paris, dans la région de Compiègne. Ça fait partie de ces jolies villes de province avec un bourg, Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. avec un centre-ville qui est encore très animé, très actif, où les gens se croisent. Qui est connu aussi pour ses courses de chevaux, son hippodrome. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Et avec beaucoup de commerces, des petits musées, le palais impérial, des choses à visiter. C'est une ville aussi touristique. Tout près de là se trouve Longueuil-Hanel, une commune bien plus modeste. Longueuil-Hanel, c'est une petite localité située à quelques kilomètres au nord de Compiègne, qui a la particularité d'être traversée par le canal de l'Oise. C'est une ville qui est considérée comme une cité de bateliers. Muriel Bélier, avocate des parties civiles. Qui a le charme des péniches, avec des rues qui sont plutôt tranquilles et paisibles. Dans ce village, on trouve surtout des familles avec enfants. Sophie Noakovic, reporter au Nouveau Détective. Ce sont des gens qui travaillent à Compiègne ou à Paris. C'est un village résidentiel. C'est dans cette maison, un peu à l'écart du centre de Longueuil-Hanel, que réside Jean-Luc Lemaire et sa famille. À tout juste 47 ans, ce père aimant est dans la force de l'âge. Jean-Luc Lemaire, c'est un homme qui est pas très grand, mais quand même solide. Il a un visage carré, un regard franc. Jean-Luc Lemaire donne l'apparence d'un homme plutôt doux. Il a un visage qui est plutôt empathique. C'est un homme plutôt jovial, assez souriant, décrit comme ça par tout le monde en tout cas. Jean-Luc Lemaire n'est pas quelqu'un de très expansif, mais il a le cœur sur la main. Alexander, son fils aîné, et son frère Jean-Claude se souviennent de lui avec émotion. Mon papa est très pudique. Je pense que même à sa famille, à sa mère ou à ses frères, il dit jamais rien en fait. Alexander, fils de Jean-Luc Lemaire. Il garde tout pour lui. Et il est timide, réservé, tout ce qu'on veut, c'est lui quoi. Quelqu'un de tout très simple, qui savait pas dire non. Jean-Claude Lemaire, frère de Jean-Luc. S'il y avait un service, aller aider, prêt à aider les gens. Un homme très gentil, très serviable. On peut lui demander n'importe quoi. S'il peut le faire, il le fera. Jean-Luc Lemaire a quitté le système scolaire très jeune. Et depuis presque 15 ans, il travaille comme jardinier paysagiste pour le même employeur, l'hippodrome de Compiègne. Il rebouchait les trous après les courses, il s'occupait des fleurs, en tant que jardinier, il s'occupait des boxes des chevaux, etc. Donc c'était un travail complet. Ce poste à l'hippodrome de Compiègne est très intéressant de manière générale parce qu'il a presque un statut de fonctionnaire, il touche 2 000 € par mois. Je pense qu'il devait être super fier de lui, sachant qu'il n'a pas été à l'école, il n'a pas fait beaucoup d'études, il n'a pas forcément eu de diplôme. Côté vie privée aussi, tout semble aller pour le mieux. Après avoir longtemps vécu chez ses parents, il a enfin trouvé la femme de sa vie. À 32 ans, alors qu'il s'imaginait rester vieux garçon, il tombe amoureux d'Isabelle, une voisine. Elle avait 18 ans à l'époque. Ma mère était plutôt mince, elle prenait plutôt soin d'elle, c'était une jeune fille blonde. Elle a fait des études de coiffure, c'est quelqu'un qui est relativement coquette. Pour elle, l'apparence, c'est relativement important. Peu importe leurs 14 ans de différence d'âge, entre Jean-Luc Lemaire et cette pétillante jeune fille, c'est le coup de foudre.
Isabelle lui est apparue comme un ovni dans sa vie. Une femme totalement fantasque. Je pense que ça a mis dans sa vie la fantaisie qui lui manquait. Il était fou amoureux d'elle. Il était fou amoureux d'elle. Oui, pour lui, c'était la femme de sa vie. C'était avec elle qu'il allait faire ses enfants, construire sa famille. Le couple s'installe sous le même toit. En 1995, Isabelle tombe enceinte et la naissance d'Alexander rend Jean-Luc fou de joie. Mon père était le plus heureux des hommes. Il avait un enfant, il avait quelqu'un à choyer, il devenait père de famille sur le tard, je vais dire. Et je pense que c'était la plus belle chose qui lui est arrivée à cette période-là. C'est ce qui montre que, enfin, Isabelle et Jean-Luc sont parents et construisent une famille. Très vite, Isabelle donne une petite sœur à Alexander. Pour ce jeune couple avec 2 enfants, le bonheur est pour ainsi dire total, jusqu'à ce terrible événement de l'année 1999. L'hôpital de Compiègne devrait faire l'objet d'une plainte à la suite du décès d'un bébé de 5 mois en décembre dernier, des suites d'une gastro-entérite. Ses parents estiment aujourd'hui que leur enfant aurait dû être hospitalisé, mais malgré leur insistance, les médecins de garde n'avaient pas accédé à leur demande. Cet épisode dramatique coûte la vie au petit Fabien, âgé d'à peine 5 mois. Pour ses parents, pour son frère Alexander et pour sa sœur, tout s'effondre. J'ai supplié l'interne de minuit et demi à 3h du matin. Isabelle Lemaire, femme de Jean-Luc. Est-ce que vous pouvez me le garder? Est-ce que vous pouvez me le garder? Donc on les voit qui passent à la télé, qui expliquent leur tragédie, qui expliquent cette erreur de diagnostic, la mort d'un très jeune enfant. À 3h du matin, elle a fini par dire « Non, vous lui donnez beaucoup à boire, ces médicaments plusieurs fois dans la nuit, et si ça va pas au cas où ça va pas le lendemain, bah vous reviendrez nous voir. » Puis malheureusement, on y est retourné le lendemain, et il était trop tard. C'est la chose la pire des choses qui peut arriver. Quand on a des enfants, c'est de perdre ses enfants. Ouais, c'est une épreuve, c'est sûr que ça les a marqués. Les parents du petit Fabien, Isabelle et Jean-Luc, en resteront à jamais inconsolables. Et c'est main dans la main qu'ils feront face à cette épreuve. Alors que dans certains couples, un drame aussi terrible aurait pu faire éclater le couple, pour Jean-Luc et Isabelle, ça les soude. Et ils se marient l'année suivante. On peut imaginer que pour eux, c'est une manière de tourner la page, et sans oublier leur bébé décédé, c'est une manière de conjurer le sort. Après son mariage en l'an 2000, le couple donne naissance à 3 autres enfants. Les Lemaire offrent désormais l'image d'une famille aussi nombreuse que soudée. Mais au début de l'année 2008, Jean-Luc doit faire face à de sérieux problèmes de santé. En cause, le métier très physique qu'il exerce depuis des années à l'hippodrome. Il a peut-être un peu tiré sur la corde. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Mais en tout cas, ces travaux éprouvants font qu'il se retrouve avec une hernie discale, donc complètement immobilisé du dos. Donc il fait un certain nombre d'investigations, découvre qu'il doit être opéré. Malheureusement, cette opération du dos ne se passe pas aussi bien que prévu. Jean-Luc se retrouve donc en arrêt maladie de longue durée, une période d'inactivité qu'il vit très mal. Son arrêt de travail a joué beaucoup pour son moral, et je pense que le fait de rester à la maison, entre parenthèses, à rien faire, l'a beaucoup affecté, oui. Il est habituellement actif, ne pas aller au travail pendant 6 mois. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Ben oui, ça le rendait dingue, dépressif. Mais Jean-Luc le sait, il peut compter sur sa femme Isabelle pour le soutenir. La famille Lemaire, avec ses 5 enfants, ce couple dont le père travaille. Sophie Noakovic, reporter au Nouveau Détective.
Ils ont l'air d'une famille absolument normale et unie. Pour moi, ma famille, c'était une famille lambda, comme tout le monde. Mon enfance, plutôt heureuse. Alexander, fils de Jean-Luc Lemaire. Oui, j'étais épanoui, je vivais bien, je manquais de rien, donc plutôt une bonne enfance. Pour Alexander, une enfance insouciante qui s'interrompt brutalement le 9 novembre 2008. Ce fameux dimanche soir, le jeune garçon s'apprête à fêter son 13e anniversaire. Mais en toute fin d'après-midi, sa mère s'étonne. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'a aucune nouvelle de son papa. Mon père ne rentre pas, et donc ma mère décide d'annuler mon anniversaire parce qu'elle a plus de nouvelles de mon père. Je suis déçu que l'anniversaire n'ait pas lieu et que ma famille ne soit pas là pour être avec moi. Une fois la déception passée, Alexander imagine que son père va bien finir par rentrer. Mais les heures s'écoulent et toujours rien. En début de soirée, sa mère est dans tous ses états. Je suis dans ma chambre en train de jouer à la PlayStation. Alexander, fils de Jean-Luc Lemaire. Et ma mère rentre en pleurant et me dit qu'elle a toujours pas de nouvelles de mon père et qu'elle est très inquiète. Et lorsqu'elle vient pour m'annoncer ça en pleurs, ça rajoute une pression en fait, parce que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et qu'il y a un problème. Près de 15 ans se sont écoulés depuis cette journée d'automne. Pourtant, Alexander s'en souvient comme si c'était hier. Car plus rien dans son existence ne sera jamais comme avant. Le lendemain, lundi 10 novembre 2008, alors que l'adolescent se trouve au collège, tout s'accélère. Ce jour-là, à midi, Isabelle Lemaire se rend à la gendarmerie de Choisy-au-Bac. Elle est très inquiète. Son mari a disparu. Depuis la veille en soir, il n'est pas rentré. Muriel Bélier, avocate des parties civiles. Ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Et en fait, Isabelle va dire aux gendarmes, voilà, je l'ai attendu, j'ai attendu toute la nuit, je m'inquiète, etc. J'ai appelé partout, il n'est pas rentré depuis. Selon sa femme, Jean-Luc Lemaire aurait quitté leur domicile de Longueuil-Hanel en fin de journée. Et elle précise avoir passé une partie de la nuit à le rechercher, sans résultat. Et surtout, ce qui va mettre la puce à l'oreille des gendarmes et déclencher immédiatement une enquête pour disparition inquiétante, c'est qu'Isabelle va dire « Mon mari est très, très dépressif ». Elle explique que son mari traverse une mauvaise passe, qu'il est en arrêt de travail, qu'il a eu des problèmes de santé, qu'elle craint qu'il veuille attenter à ses jours. Elle dit très clairement « Je pense que mon mari veut mettre fin à ses jours ». Ce père de famille aurait-il pu commettre l'irréparable ? Interrogée par la gendarmerie, Isabelle Lemaire en est convaincue. Elle s'en dit même persuadée. Elle leur explique que la veille au soir, son mari est parti avec un ami pour dépanner un autre ami. Donc, ils avaient rendez-vous dans un camping. Là, c'est donc à quelques kilomètres de Longueuil-Hanel, c'est au nord de Compiègne. Jean-Luc, depuis ce moment où il est parti pour dépanner cette voiture, n'a plus donné signe de vie. Tous ces éléments, pour Isabelle, conduisent à s'inquiéter véritablement. Des recherches sont aussitôt lancées à Longueuil-Hanel et dans les environs. Pour les gendarmes, comme pour la famille de Jean-Luc, c'est l'incompréhension. L'affaire est prise très au sérieux. Pourquoi cet homme, qui malgré cette petite mauvaise passe-là, tout se passait bien, pourquoi d'un seul coup il disparaît comme ça sans donner de nouvelles ? C'est pas normal, on veut savoir ce qui s'est passé. On recherche un peu nous-mêmes, on n'a pas d'éléments. Jean-Claude Lemaire, frère de Jean-Luc. Donc après, avec mon frère, on se dit, écoute, on va chercher, on prend la voiture, on va à droite, on va à gauche, on appelle, et rien. Un portable qui sonne dans le vide et aucune trace de Jean-Luc Lemaire, ni même de son véhicule. L'employé de l'hippodrome s'est bien volatilisé en pleine nuit.
les enquêteurs doivent avant tout éclaircir les circonstances de cette disparition. D'après sa femme, il serait donc parti avec un ami la veille en fin de journée. Ils vont donc interroger cet homme immédiatement. Et donc, très vite, en fait, va arriver dans l'histoire un certain Frédéric Ricot. Et ce Frédéric Ricot va se présenter aux gendarmes comme étant quasiment le meilleur ami de la famille, le meilleur ami de Jean-Luc. Donc il dit qu'il est avec Jean-Luc en voiture, et arrivé au point de rendez-vous, lui descend, et puis Jean-Luc Lemaire repart en voiture sans dire un mot. Inexplicable, il sait pas pourquoi, et il a plus jamais donné de nouvelles. Voilà. Frédéric Ricot est catégorique. D'ailleurs, un second témoin, dit-il, peut en attester, cet autre ami dont la voiture était en panne dans le camping où se trouve son mobil-home. Donc les gendarmes décident d'entendre celui avec qui Frédéric avait rendez-vous, un certain Alain Lanternier. Ce Alain Lanternier va se présenter lui aussi comme un ami de la famille, il va dire qu'il connaît très bien Jean-Luc, et il va confirmer effectivement en disant « bah oui, j'ai vu arriver Frédéric, et Jean-Luc l'a déposé, il est parti ». C'est la même histoire que celle que les gendarmes ont déjà entendue 2 fois. Donc voilà, les gendarmes, on imagine comment ça se dire, le gars il est arrivé, il a déposé, il est reparti, il a disparu, et on ne sait toujours pas où il est. Mais pour quelle raison Jean-Luc aurait-il faussé compagnie à ses 2 amis sans rien dire? Cela fait maintenant 24 heures que ce père de famille n'a plus donné signe de vie, lorsque l'affaire s'emballe d'un seul coup. À quelques kilomètres de là, en forêt, un promeneur signale la présence d'un véhicule en grande partie carbonisé. S'agit-il de la voiture de Jean-Luc? Après vérification, les gendarmes apprennent que c'est le même modèle que celui utilisé par le jardinier. Et sur place, les premières constatations ne sont pas rassurantes. Cette voiture a été complètement incendiée. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Il n'en reste plus rien, c'est une carcasse, il n'y a pas de corps à l'intérieur. Il n'y a aucune trace d'accident, aucune trace de freinage. Donc manifestement, le véhicule a été incendié volontairement, donc quelqu'un a mis le feu à la voiture. Jean-Luc aurait-il lui-même allumé cet incendie avant d'en finir? Les enquêteurs sont perplexes. D'autant que 3 jours plus tard, ils font une nouvelle découverte. Un autre passant remarque une sacoche qui flotte dans le canal de l'Oise, à une vingtaine de kilomètres de là. À l'intérieur, des papiers au nom de Jean-Luc Lemaire. Des papiers à plusieurs kilomètres de distance du lieu où se trouvait la voiture calcinée posent beaucoup de questions. Sophie Noakovic, reporter au Nouveau Détective. S'il est allé se suicider, pourquoi brûler sa voiture à un endroit, marcher plusieurs kilomètres dans la nuit? On ne comprend pas très bien la raison d'un tel cheminement pour quelqu'un qui voudrait se suicider. Et est-ce qu'on a besoin d'une telle mise en scène? Ça paraît très curieux. Chez les gendarmes, ces nouveaux éléments soulèvent bien des interrogations. Jean-Luc Lemaire a-t-il vraiment mis fin à ses jours? Pour le moment, impossible de le savoir. Sur le terrain, tout est mis en œuvre pour tenter de localiser le disparu. Là, on sort les gros moyens, quoi. C'est la recherche avec des dizaines et des dizaines de gendarmes, des hélicos, des maîtres chiens. Il y a aussi des plongeurs qui vont explorer le canal de l'Oise et tout ça ne donne rien. Région de Compiègne, dans l'Oise, mi-novembre 2008. Cela fait déjà 1 semaine que l'on est sans nouvelles de Jean-Luc Lemaire. Toute sa famille est morte d'inquiétude. À ce moment-là, on voit régulièrement des gendarmes tourner autour du domicile. Alexander, fils de Jean-Luc Lemaire. Des gendarmes tourner dans la région, on voit des hélicoptères. Tant qu'il n'y a pas de corps, tant que... Au fond de nous-mêmes, on a toujours un espoir. On essaye d'y croire sans... Enfin, je sais pas, c'est l'être humain qui est certainement fait comme ça. Plus les jours passent et plus j'ai de questions, plus d'angoisse. Je vois que ça n'avance pas. Et donc, je me demande vraiment quand est-ce que je vais revoir mon père. Il était très jeune. Tandis que l'enquête piétine, les médias s'emparent de l'affaire. Là, ça, c'est du cas qu'il a offert à papa pour la fête des pères.
Isabelle, la femme du disparu, accepte de recevoir une équipe de télévision. Alexander est là, aux côtés de sa maman. Devant les caméras, ma mère a l'air triste, angoissée, désemparée. En fait, elle lance un appel à l'aide à la caméra. C'est dur, très dur, oui. Je pense, j'espère qu'il va revenir. Isabelle Lemaire, femme de Jean-Luc. Ça, c'est le principal, hein, parce que c'est très très dur pour moi, les enfants. Donc. Vous pensez Vous avez une idée de ce qui a pu lui arriver? Vous pensez qu'il a mettre fin à ses jours? Il est parti? Il parlait beaucoup de suicide, oui. Il parlait beaucoup de suicide ces derniers jours, là. Cette scène, Alexander ne l'oubliera jamais. Car à cet instant, l'adolescent est certain que son père s'est donné la mort, comme le répète inlassablement sa mère depuis des jours. En fait, elle me communique encore plus son angoisse. Et je la vois vraiment pas bien. Et donc, je me dis que c'est vraiment, vraiment pas normal. En découvrant ces images à la télévision, les gendarmes, eux, s'interrogent. Pour quelle raison l'épouse de Jean-Luc Lemaire se montre-t-elle si catégorique? Son mari s'est-il véritablement suicidé? Ou faut-il chercher ailleurs la raison de cette disparition? Dès lors, le doute commence à s'insinuer dans l'esprit des enquêteurs. Face à toutes ces questions, ce sont désormais les hommes de la section de recherche d'Amiens qui reprennent à zéro le dossier Jean-Luc Lemaire. Ces enquêteurs aguerris décident d'auditionner Alexander, son fils de 13 ans. Alexander, lui, c'est l'aîné, c'est le plus grand des enfants. Il peut être entendu par les gendarmes, on peut écouter sa version. Lorsque je dois être interrogé à mon tour par la gendarmerie, il me pose plein de questions. Il me demande comment va mon père, comment se passait la vie à la maison. Le jeune garçon se dit tout aussi inquiet que sa mère sur l'état dépressif de son père. Quant à la soirée du dimanche 9 novembre, il en fait le même récit qu'elle. Alexander, il raconte exactement la même histoire. C'est-à-dire que son papa n'allait pas bien, son papa est parti en voiture avec l'ami Frédéric pour dépanner un autre homme, et puis on l'a jamais revu. Donc la même histoire, la même version, au mot près, est servie aux gendarmes par cet enfant de 13 ans à l'époque. Comme Alexander est mineur, Muriel Bélier, avocate des parties civiles. Il est accompagné par sa mère. Les gendarmes s'étonnent de la similitude des mots employés, mais aussi de l'attitude d'Isabelle qui prend soin de lire l'intégralité du procès-verbal avant de le signer à son tour. Et si la femme du disparu leur cachait quelque chose? Pour le savoir, ils multiplient les auditions dans l'entourage du couple Lemaire. Et le tableau qui s'en dégage les intrigue encore plus. On va entendre la mère d'Isabelle et sa sœur. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Et elles vont raconter aux enquêteurs qu'en fait, c'est Isabelle qui dirigeait tout. Elles vont décrire un foyer très surprenant, avec un Jean-Luc faible, soumis par son épouse. Et ça n'est pas tout. En fouillant dans le passé des Lemaire, les enquêteurs font une autre découverte. Un événement qui remonte à l'an 2000, soit juste après la mort tragique de Fabien, leur bébé âgé de 5 mois. Donc elle tombe enceinte à nouveau. Donc pour le couple, tout va bien. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Tout va bien, là, c'est le 3e enfant. On était contents parce que on se dit, on faut avancer. Jean-Claude Lemaire, frère de Jean-Luc. Sans oublier celui qui est parti, mais ça peut les aider. Et puis, la vie continue. Pour Jean-Luc, c'est un immense bonheur d'être à nouveau papa. Mais après tant de chagrin, la famille Lemaire est très loin d'imaginer ce qui l'attend le jour de la naissance. Un nouvel heureux événement. Donc Jean-Luc est heureux, tout le monde est heureux. Et puis vient l'accouchement, la maternité, le bébé arrive.
En fait, il faut imaginer que Jean-Luc, à ce moment-là, après l'accouchement, découvre un enfant métis. Et là, le choc a dû être assez terrible. À l'époque, Jean-Luc Lemaire reconnaît pourtant cet enfant, sans se préoccuper des rumeurs qui courent inévitablement parmi les siens. La naissance de mon petit frère, dans la famille, ça se passe c'est plutôt mitigé parce que du coup, ils comprennent pas comment ça se fait que le petit est métis et nous, on est tous de couleur blanche. Après, je suis assez ouvert, mais dès qu'on a vu l'enfant, on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui collait pas, quoi. C'est pas possible. Malgré toutes les réserves de sa famille, de ses frères, Jean-Luc fait bien plus encore. Il élève et il aime cet enfant exactement comme si c'était le sien. Il n'y a pas de souci pour lui, on lui pose des questions, mais c'est vraiment votre fils, vous voyez bien qu'il est métis, oui. Alors Jean-Luc a une certaine prestance, une certaine fierté, c'est-à-dire qu'il assume. Voilà, on se fout de lui dans tout le village, mais c'est pas grave. Dans l'esprit des enquêteurs, c'est un autre visage d'Isabelle Lemaire qui se dessine peu à peu. D'autant que, après la naissance, elle avait avancé une explication pour le moins surprenante. Elle a pu dire à un moment donné que c'était parce qu'elle avait mangé énormément de carottes pendant sa grossesse. Elle explique que pendant toute sa grossesse, elle a mangé des carottes. Et c'est pour ça que cet enfant s'est retrouvé avec un teint foncé, quoi. Donc, véritablement métis. C'est une explication qui pourrait prêter à sourire, mais c'est quelque chose qu'elle dit de façon extrêmement sérieuse. Mais en réalité, tout le monde a compris. Tout le monde a compris dans le village et partout que, évidemment, c'est l'enfant d'un autre. Du côté des gendarmes, en tout cas, une interrogation majeure se pose. Si Isabelle Lemaire arrive à mentir avec autant d'aplomb, alors de quoi est-elle réellement capable ? Pour le savoir, il passe sa vie au crible, et ils vont aller de surprise en surprise. Cette mère au foyer passe en fait le plus clair de son temps sur les réseaux téléphoniques de rencontres. C'est ce qu'on appelait à l'époque des chats téléphoniques, dont elle devient totalement accro. En tout cas, c'est une de ses grandes occupations, Isabelle, c'est de téléphoner, parfois juste discuter, et parfois aller un peu plus loin, se rencontrer et concrétiser quelque chose. Isabelle Lemaire multiplie les aventures extra-conjugales. Du point de vue des enquêteurs, c'est une avancée déterminante. Surtout lorsqu'ils comprennent que l'un de ses amants n'est autre que Frédéric Ricot, un nom qui figure déjà dans leur dossier. Souvenez-vous, c'est avec lui que Jean-Luc se trouvait lorsqu'il s'est volatilisé, et Isabelle aurait rencontré cet homme de 28 ans au hasard de ces échanges téléphoniques. Donc ça a très très vite bien pris entre les deux, ils ont discuté. De fil en aiguille, ils sont devenus amants et ils ont commencé une véritable aventure tous les deux. Autant Jean-Luc est quelqu'un d'effacé, presque timide. Sophie Noakovic, reporter au Nouveau Détective. Autant Frédéric est quelqu'un qui s'impose. Il a un côté très autoritaire. En interrogeant les proches, les gendarmes apprennent aussi qu'Isabelle aurait présenté Frédéric à Jean-Luc, son mari, comme un ami d'enfance. Et il ne s'arrête pas là. Ils vont expliquer que cet homme n'est pas du tout un ami et qu'il vit depuis 2 ans, il s'est imposé dans le foyer au grand désarroi de Jean-Luc. Et ce que l'on découvre à ce moment-là, c'est qu'en réalité, c'est un ménage à 3. C'est un ménage à 3 qui est installé depuis au moins 2 ans dans cette maison. Un ménage à 3 avec la femme, le mari et l'amant qui vivent sous le même toit depuis des mois et des mois. Les enquêteurs ne s'attendaient pas à cela. Mieux encore, en passant en revue les amants d'Isabelle, un autre nom les interpelle, celui d'Alain Lanternier. Cet homme serait l'autre ami avec qui Jean-Luc avait rendez-vous au camping, un artisan de 36 ans, 36 ans, rencontré, là encore, sur les réseaux téléphoniques.
Et elle va tomber sur ce monsieur qui est un peu plus âgé qu'elle, qui est maçon, qui est un peu en rupture. Lanternier vit depuis quelque temps dans un mobil-home, dans un camping. Il vient de se faire larguer par sa femme et ses enfants. Et cette rencontre remonterait à quelques semaines à peine. Les enquêteurs s'intéressent donc de plus près à cette autre amante, Isabelle. Et en examinant les vidéosurveillances du camping le soir de la disparition, nouvelle surprise. Ils s'aperçoivent que sur cette vidéo, on ne voit absolument pas Jean-Luc Lemaire. En revanche, on voit Isabelle et Alain Lanternier. Muriel Bélier, avocate des parties civiles. Qui n'ont absolument pas du tout l'air de faire la moindre recherche. Ils vont observer Alain Lanternier et Isabelle arriver bras dessus, bras dessous. Ils restent environ 1 heure dans le mobil-home d'Alain et ils repartent, tout simplement. Isabelle avait pourtant juré aux gendarmes qu'à cette heure-là, elle cherchait désespérément son mari. En réalité, elle était en plein ébat sexuel avec Alain Lanternier, son deuxième amant. Pour les gendarmes, toutes ces découvertes, ça commence à faire beaucoup. Il y a le mari disparu, les 2 amants. C'est plus un triangle amoureux, c'est un rectangle amoureux. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Il y a la femme avec son mari, avec son premier amant qui vit à la maison et son deuxième amant. Pour les enquêteurs, c'est désormais certain, Isabelle et ses 2 amants, Frédéric Ricot et Alain Lanternier, ne sont sans doute pas étrangers à la disparition de Jean-Luc. Un rectangle amoureux où le mari légitime serait devenu gênant. Face à ce possible scénario, les gendarmes poursuivent leurs investigations. Et c'est en interrogeant les collègues de Jean-Luc à l'hippodrome que leur enquête s'accélère de nouveau. Il y a notamment une responsable de l'hippodrome qui livre des éléments qui sont plutôt troublants et c'est la première fois que les gendarmes entendent parler de ça. C'est-à-dire que tout salarié de l'hippodrome de Compiègne a le droit à une assurance vie d'une valeur de 200 000 € que les proches, que les ayants droit toucheront même en cas de suicide. C'est une clause qui est rare de trouver dans des contrats d'assurance qu'en cas de suicide, il y a quand même un capital d'essai qui est servi aux proches. Dans ce contrat-là, cette clause-là était présente. Pour les enquêteurs, il s'agit là d'un témoignage déterminant. Cette clause rarissime, portant sur un éventuel suicide de l'assuré, serait-elle le nœud de toute cette histoire? Et bien évidemment, ça a tout de suite une résonance avec le discours qui est tenu depuis le début de la disparition de Jean-Luc par Isabelle et par Frédéric Ricot. Ils se souviennent que dès le signalement de la disparition de Jean-Luc, Isabelle a répété sans cesse que son mari était suicidaire. Du côté des gendarmes, difficile de n'y voir qu'une malheureuse coïncidence. Surtout lorsqu'ils comprennent qu'Isabelle serait l'unique bénéficiaire de ce fameux contrat d'assurance. En cas de mort de Jean-Luc Lemaire, Isabelle va toucher le pactole. Elle va toucher 200 000 €. Qu'il soit mort de mort naturelle ou même qu'il se soit suicidé, comme elle essaie de l'expliquer depuis le début. Et pour eux, tous ces éléments mis bout à bout constituent un mobile. On ne sait toujours pas où est Jean-Luc. On peut se demander s'il n'a pas été tué pour de l'argent. Après 2 semaines d'investigation, la section de recherche décide de passer à l'action. Et le 26 novembre 2008, le domicile du couple Lemaire est cerné par les forces de l'ordre. Pour Alexander, leur fils aîné, c'est le choc. C'est un matin, je me lève pour aller à l'école. Et au même moment où je veux sortir du domicile, il y a des gendarmes qui me demandent ce que je fais. Alors je leur dis que je vais au collège. Alexander, fils de Jean-Luc Lemaire. Et ils me disent qu'aujourd'hui, ça va pas être possible, qu'il faut que je reste à la maison et qu'il faut que j'aille chercher ma mère. La maman est menottée et emmenée. Alexander, qui est manifestement assez grand pour comprendre ce qui se passe, et pour voir que les gendarmes, ils emmènent maman et papa, il est toujours porté disparu. Voilà plus de 15 jours que tout le monde remue ciel et terre pour retrouver son père. À cet instant, pour Alexander, du haut de ses 13 ans, l'angoisse monte encore d'un cran.
On se retrouve vite avec entre 30 et 40 personnes dans la maison, des gendarmes partout qui fouillent toutes les pièces, qui vont dehors, qui fouillent les terrains. Et donc là, moi, je comprends que c'est encore plus grave que je l'ai pensé et que là, vraiment, c'est que mon père, il reviendra sûrement pas, en fait. Les 5 enfants sont mis à l'écart par les gendarmes. Leur mère et Frédéric Ricot se retrouvent placés en garde à vue. Alain Lanternier, le 3e suspect, est interpellé dans son mobil-home. L'idée pour les enquêteurs, c'est évidemment de voir si les 3 versions données par les 3 suspects sont exactement les mêmes ou s'il y a des divergences. Et s'il y a des divergences, des petites différences, d'insister et de les faire craquer finalement. Ricot, il maintient toujours la même version. Il y est pour rien, il est allé au camping. Le maire est parti, il l'a plus jamais revu. Ricot, lui, il est droit dans ses bottes, il s'en tient à sa première version. Fin de l'histoire. Face aux questions pressantes des enquêteurs, Frédéric Ricot et Isabelle servent toujours le même discours. Alain Lanternier, lui, se montre beaucoup moins coriace. Et pour cause. Alors, Alain Lanternier va craquer rapidement parce qu'on va le mettre en face des vidéos du camping qui démontrent que ce soir-là, il n'a absolument pas cherché Jean-Luc Lemaire comme il l'affirmait, mais qu'en réalité, il a passé la soirée dans son mobil-home avec Isabelle. Lanternier finit par craquer et il dit qu'il a entendu Isabelle Lemaire évoquer une disparition programmée de son mari, quoi. Elle a dit très clairement, on va s'en occuper, on va le faire disparaître. Le trio aurait-il décidé de se débarrasser du mari d'Isabelle? C'est la toute première fois que cette hypothèse émerge aussi clairement. Lanternier poursuit sa confession. Quoi qu'il en soit, dans tous les plans qu'ils ont pu envisager, il faut absolument endormir la méfiance de Jean-Luc Lemaire. Il apparaît très clairement finalement qu'un scénario a été imaginé dans lequel il était question d'aller dépanner un 3e homme, Lanternier, qui avait une panne de voiture. Le plan aurait été mis à exécution dans la soirée du 9 novembre 2008. Alain Lanternier raconte avoir suivi le véhicule où se trouvaient Frédéric Ricot et Jean-Luc Lemaire. On arrive dans un endroit absolument pas éclairé. On est en pleine nuit, on est au mois de novembre. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Et Lanternier dit, on s'est arrêté dans cet endroit absolument désertique en pleine nuit. Je reste dans ma voiture. À ce moment-là, il voit Frédéric Ricot sortir violemment de la voiture et tirer Jean-Luc Lemaire hors du véhicule. Donc il va dire qu'il va mettre du temps à réaliser ce qui se passe. Muriel Bélier, avocate des parties civiles. Qu'il va être également effrayé par la violence avec laquelle Frédéric Ricot s'en prend à Jean-Luc Lemaire. Toujours d'après le récit de Lanternier, Frédéric Ricot aurait alors violemment frappé Jean-Luc avant de s'éloigner dans la nuit pour en finir avec lui. Ricot serait revenu seul, quelques minutes plus tard, afin de le contraindre, sous la menace, dit-il, à lui prêter main forte. Alain Lanternier explique ensuite qu'ils ont emmené le corps un peu plus loin, dans un autre village, enfin dans une sablière du côté d'Attichy, à quelques kilomètres de là. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Donc ils ont traîné le corps jusqu'à la sablière. Ils avaient 2 pelles, ils ont chacun creusé, ils l'ont enterré et ils l'ont recouvert. La vérité serait-elle enfin sur le point d'éclater? Pour en avoir le cœur net, les gendarmes confrontent Frédéric Ricot aux premiers aveux d'Alain Lanternier. Les enquêteurs retournent sur la garde à vue de Ricot. Il faut entendre Ricot sur ces nouvelles révélations. Et Ricot va finir par craquer lui aussi. Et il va dire oui, effectivement, il y a eu un problème ce soir-là. Donc il explique qu'effectivement, il était bien en voiture avec Jean-Luc Lemaire. Et c'est là, en pleine nuit, que tout aurait basculé. Une dispute aurait éclaté entre les 2 hommes au sujet d'Isabelle et des enfants. Frédéric se serait énervé avant d'empoigner Jean-Luc. Il aurait agi sur un coup de tête en raison des sentiments qu'il portait à Isabelle.
Ce qui est important, c'est l'amour d'Isabelle, le fait qu'Isabelle soit enfin libre. Donc, pour lui, oui, il a tué Jean-Luc, mais c'est un crime passionnel. Et là, d'un coup, Rico dit, quasiment par réflexe, je lui ai pris le cou, j'ai serré, je l'ai attrapé comme ça, et j'ai serré très fort. Et puis, il l'étrangle. Cet étranglement a été très long. Et l'agonie de cet homme a duré pendant plus de 10 minutes. 10 minutes, c'est un temps énorme pour se voir mourir. Les aveux de Rico et de Lanternier sont sans équivoque. Reste aux gendarmes à déterminer le rôle exact joué par Isabelle Lemaire dans ce scénario macabre. La défense que va adopter Isabelle du début à la fin du dossier est constante. Elle n'a jamais voulu ce qui s'est passé. Voilà. Elle dit, mais c'est pas possible, mais qu'ont-ils fait? Ils ont tué mon mari. Pourquoi se sont-ils ligués? Mes deux amants, pourquoi se sont-ils ligués pour tuer mon mari? Le 29 novembre 2008, Isabelle Lemaire est pourtant mise en examen pour complicité dans la mort de son mari. Frédéric Rico et Alain Lanternier, eux, sont poursuivis pour l'assassinat de Jean-Luc Lemaire. Les 3 suspects sont placés en détention provisoire. Ça fait l'effet d'une bombe parce que on a cette drôle d'histoire de trio amoureux qui vit au même endroit, tout le monde qui est de mèche pour faire disparaître le mari, l'emmener en forêt, l'assassiner, l'enterrer. Enfin, les gens sont abasourdis, quoi. C'est un rebondissement digne d'un scénario de cinéma. 15 jours après sa disparition, on sait désormais que Jean-Luc Lemaire, ce père de famille de 47 ans, a été assassiné par les 2 amants de sa femme. De leur côté, les enquêteurs entament des recherches pour retrouver le corps. Une opération très difficile dans cette immense sablière où il aurait été enterré. En raison des intempéries et des glissements de terrain, il faudra 2 semaines de fouilles intensives avant de localiser le cadavre de Jean-Luc Lemaire. Pour ses 5 enfants, et en particulier pour Alexander, qui a été entendu comme témoin, tout s'écroule brutalement. L'adolescent comprend soudain que sa mère et son amant se sont servis de lui afin de dissimuler la terrible vérité. Pour ma part, Rico et ma mère m'ont manipulé au moment de l'interrogatoire puisque, en fait, j'étais comme un pion qu'ils orientaient dans une direction qui n'était pas la bonne. Alexander, fils de Jean-Luc Lemaire. Et rien que de mentir aux gendarmes à ce moment-là, la culpabilité est multipliée par 100. Pour lui, c'est bien sa mère qui lui a dicté mot pour mot ce qu'il devait dire afin de faire croire au suicide de son père. Quant aux paroles d'Isabelle face aux caméras de télévision, elles résonnent toujours dans sa mémoire. C'est dur, très dur. Je pense, j'espère qu'il va revenir. Ça, c'est le principal, hein, parce que c'est très très dur pour moi, les enfants. Donc. Elle a l'air tellement angoissée et en détresse que j'ai aucun doute sur sa sincérité. J'étais tellement pas bien de la voir elle-même angoissée et triste, etc., que ça m'a vraiment impacté personnellement parce que je me suis dit qu'elle jouait la comédie, en fait. Vous avez une idée de ce qui a pu lui arriver? Il parlait beaucoup de suicide, oui. Il parlait beaucoup de suicide ces derniers jours, là. C'est elle qui alimente, en fin de compte, l'histoire, qui insiste sur le suicide. Jean-Claude Lemaire, frère de Jean-Luc. Et alors ça, c'est le pire. C'est que, voilà, elle passe à la télé, elle ment. Bien des années ont passé depuis ce drame. Alexander a non seulement perdu son père, mais il a aussi été trahi et manipulé par sa propre mère. Après l'arrestation des 3 suspects, le fils aîné de la victime est de nouveau entendu par les gendarmes, mais cette fois sans sa mère. Et ils veulent comprendre comment tout cela a pu arriver. Alexander est interrogé sur sa vie à la maison, en particulier depuis l'arrivée de Frédéric Rico 2 ans auparavant. Pour l'adolescent, tout avait bien commencé.
C'est assez sympa pour la famille, finalement, d'avoir un nouvel occupant dans la maison. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. On se retrouve avec ce garçon assez rigolo, un peu débonnaire, grande gueule. Et même les enfants l'acceptent parce qu'il semble sympathique et que finalement ça met un petit peu de piment dans une vie qui était très routinière. Alexander raconte que sa mère lui présente Frédéric Ricot comme une vieille connaissance, un ami qui, pour des raisons pratiques, sera hébergé quelque temps chez eux. Mais, rapidement, ce nouveau venu aurait pris beaucoup de place au sein du foyer. On a l'impression qu'il va se comporter au sein de cette famille comme un coucou. Muriel Bélier, avocate des parties civiles. C'est-à-dire l'oiseau qui est extérieur et qui s'installe dans le nid, qui prend toute la place et qui considère qu'il est chez lui. Oui, l'image du coucou, c'est extrêmement juste là, parce que le mec ne fait rien, il vient et s'installe dans le nid, alors dans le lit d'Isabelle. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Il est nourri par le pauvre gars là qui part bosser toute la journée, Jean-Luc, qui compte pas ses heures. Il touche l'argent, il a sa femme, puis il éduque ses enfants. Frédéric, alors sans emploi, profite donc des absences de Jean-Luc pour vivre pleinement son histoire avec Isabelle. Et le soir venu, lorsque Jean-Luc rentre à la maison, l'amant de sa femme se montre de plus en plus directif avec toute la famille, à tel point que lui, l'époux légitime, s'efface peu à peu. Frédéric, c'est un peu l'opposé physique de Jean-Luc. Sophie Noakovic, reporter au Nouveau Détective. C'est un grand type, très costaud. C'est-à-dire que c'est une masse, c'est un type très imposant qui fait une centaine de kilos. Mon père a vite pris conscience que face à Ricot et à son gabarit, il pouvait pas faire grand-chose. Et vu que mon père est quelqu'un de gentil, pas du tout bagarreur, je voyais très bien qu'il pouvait rien faire d'autre que de subir. En fait, dans l'intimité de cette famille, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense. C'est-à-dire que Ricot, non seulement est très maltraitant vis-à-vis de Jean-Luc, mais aussi vis-à-vis des enfants. Et donc, il va s'avérer absolument tyrannique au sein de cette famille. Insultes, brimades, violences quotidiennes et répétées sur leur père et sur eux-mêmes. Alexander et le reste de la fratrie décrivent un engrenage qui donne froid dans le dos. Lorsque Ricot est rentré dans notre domicile, j'ai envie de dire que l'enfer a commencé en fait. On a finalement cet homme qui arrive, qui se substitue au mari, qui prend sa place, y compris dans le lit conjugal, qui mène la loi, y compris en frappant les enfants, le mari. Quand on parle de loup dans la bergerie, on est en plein milieu de ça, hein. Ce terrible huis clos s'éternise pendant plus de 2 ans. Jusqu'au moment où, raconte Alexander, du jour au lendemain, Frédéric Ricot se transforme complètement. Après la disparition de Jean-Luc, l'attitude de Frédéric change de tout au tout à la maison. D'un seul coup, le père Fouettard devient beaucoup plus câlin. Je pense que le changement de comportement était dû à la mort de mon père, parce qu'il savait que mon père ne reviendrait plus. Une fois Jean-Luc Lemaire mort, Frédéric Ricot se dit que tous ses problèmes sont enfin résolus. Il a Isabelle pour lui tout seul. Enfin débarrassé de son rival, l'amant offre un tout autre visage. Alors que le cadavre de Jean-Luc gît dans la sablière, Frédéric Ricot achève de prendre sa place dans la maison. C'est vrai qu'il nous rassurait beaucoup. Et il nous disait tout le temps de pas s'inquiéter, que ça allait aller, qu'il fallait laisser passer quelques jours, etc., etc. Et il était tellement serein et posé que on lui a fait confiance, en fait. Alors qu'on n'aurait pas dû, parce que c'est lui-même qui a tué mon père. Isabelle et ses 2 amants restent incarcérés. L'enquête suit son cours. Mais devant la juge d'instruction, les 3 suspects se renvoient la responsabilité du crime. La magistrate décide alors d'organiser une reconstitution afin d'éclaircir le rôle de chacun lors de cette effroyable soirée.
Isabelle Lemaire revient dans sa maison 1 an et demi après la mort de son ancien mari. La jeune femme, désormais brune, au visage émacié, semble marquée par ses 18 mois de détention préventive. Difficile de l'apercevoir au milieu de la quarantaine de gendarmes mobilisés pour cette reconstitution. À ses côtés, 2 autres accusés, Frédéric Ricot, qui vivait dans la maison de la victime, et Alain Lanternier, dont le rôle dans l'assassinat reste encore flou. Donc on boucle les rues du village. Donc là, c'est vraiment le grand spectacle, parce que les médias sont là, évidemment, personne n'en loupe une miette. 25 mars 2010. Tous les regards sont braqués sur Longueuil-en-Elle. Alors qui, de son épouse Isabelle, de Ricot ou de Lanternier, a le plus à se reprocher dans la mort de Jean-Luc? Les 2 hommes, très entourés, étaient les amants d'Isabelle Lemaire. Toute la nuit, la juge d'instruction a retracé minute par minute le déroulé des faits en compagnie d'experts. Finalement, cette reconstitution assez spectaculaire, elle apporte pas grand-chose. La seule certitude, c'est que le rôle de Lanternier semble vraiment minime, quoi. Les gendarmes en sont désormais convaincus. Alain Lanternier n'a pas participé à l'acte criminel en soi. Mais il a bien aidé Frédéric Ricot à transporter, puis à enterrer le corps. Après avoir tenté de déterminer les responsabilités de chacun, les gendarmes vont s'intéresser de plus près au mobile. Pour Frédéric Ricot, il s'agirait juste d'un coup de sang dicté par la passion amoureuse. Mais en fouillant dans les affaires de leurs suspects, ils tombent sur un nouvel indice qui pourrait tout changer. L'ordinateur de Frédéric Ricot est saisi et on s'aperçoit que tous les documents sur la situation financière de la famille se trouvent dans cet ordinateur et sont répertoriés. En gros, il tenait la comptabilité du couple, il savait très bien où ils en étaient et il savait aussi qu'il y avait ces 200 000 euros qui devaient tomber à un moment ou à un autre. Les fameux 200 000 euros qui auraient dû être versés à la veuve de Jean-Luc, même en cas de suicide. Ricot voulait-il vivre librement son amour avec Isabelle, mais surtout à l'abri du besoin? En creusant cette piste, les enquêteurs retrouvent un témoin capital, un concessionnaire automobile qui leur raconte avoir reçu la visite de l'amant peu de temps avant le crime. Voilà Ricot qui prend un bon de commande, c'est-à-dire que Ricot est sûr de son fait à ce moment-là. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Plus d'1 mois avant l'assassinat, Ricot est sûr qu'il va assassiner Jean-Luc et toucher l'assurance vie. Cette voiture, Frédéric n'avait pas les moyens de l'acheter. Sophie Noakovic, reporter au Nouveau Détective. D'ailleurs, il avait mentionné qu'il allait toucher une forte somme d'argent. Pour les gendarmes, c'est la preuve ultime de la préméditation. Un crime à la fois passionnel et crapuleux qui aurait été minutieusement prémédité. Dès lors, le scénario retenu par l'accusation n'est plus tout à fait le même. Là, on a peut-être 2 mobiles très très forts, c'est le sexe et l'argent. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. En général, dans une affaire de meurtre, c'est ou l'un ou l'autre. Là, on a sans doute les 2. Selon moi, Ricot était vraiment amoureux de ma mère et il voulait qu'elle soit qu'à lui. Alexander, fils de Jean-Luc Lemaire. Et la cause donc, du fait qu'il ait tué mon père, en grande partie, je pense que c'est parce qu'il voulait que ma mère lui appartienne, en fait. Il voulait pas la partager. À partir du moment où l'argent commence à manquer, effectivement, la femme et l'amant sont véritablement devenus les amants diaboliques, un couple infernal. Isabelle Lemaire et Frédéric Ricot, 2 amants diaboliques pour une affaire retentissante. Le couple est renvoyé aux assises pour assassinat. Avec de telles charges, ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Tribunal de Beauvais, 19 juin 2012. C'est un procès très attendu qui s'ouvre devant la cour d'assises de l'Oise. Celui d'Isabelle Lemaire, de Frédéric Ricot et d'Alain Lanternier. Quel est vraiment le rôle de chacun dans la mort de Jean-Luc? Pour Alexander, son fils,
c'est peut-être enfin l'heure de vérité. Il aimerait beaucoup avoir des réponses de sa mère, qu'elle lui explique ce qui s'est passé, qu'elle admette son rôle dans le meurtre de son père, mais il n'a jamais de réponse. C'est un père de 5 enfants, c'est aussi son mari. Je comprends pas qu'on puisse vouloir éliminer quelqu'un pour de l'argent. Surtout, vu la vie de famille qu'il a derrière, il savait très bien qu'en faisant ça, ça allait nous détruire en fait. Ça vous brise, voilà, ça vous brise des vies. Jean-Claude Lemaire, frère de Jean-Luc. Une famille, des frères, une mère. Comment on peut imaginer qu'il y a des gens qui peuvent faire ça? Du côté de la défense, l'avocate d'Isabelle tente le tout pour le tout. Elle plaide l'enfance difficile de ses clientes. Quant à ces multiples relations extra-conjugales, elles auraient une explication. C'est quelqu'un qui est, je dirais, en carence affective, qui cherche vraiment de l'affection. Sandrine Makarevitch, avocate d'Isabelle Lemaire.